Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour chers abonnés d'Afrique Matin. Afrique Matin reçoit ce jour Pulchérie Edith Baldé. Pulchérie Edith Baldé est la présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, et également la coordinatrice de l'Action pour la restauration de la dignité humaine, en abrégé ARDH. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Lévry. Alors, la Côte d'Ivoire vit au rythme de plusieurs grèves, notamment dans le supérieur, le primaire, le secondaire et l'enseignement technique. Quel commentaire faites-vous de tous ces mouvements qui secouent la République? Par rapport à votre question, il faut dire que la Côte d'Ivoire traverse une crise de gouvernance générale. Rien ne va dans la société, il y a des problèmes à tous les niveaux, il y a des problèmes d'ordre général qui concernent le coût de la vie. Et c'est justement par rapport au coût de la vie que les enseignants, certains enseignants manifestent en ce qui concerne la prime de logement. Il y a même la prime de transport aussi qui pose problème. Toutes ces revendications font partie des revendications de l'ARDH. Il y a également des problèmes spécifiques à certains groupes que nous défendons, comme les déguerpis, des personnes qui sont déguerpies sans mesures d'accompagnement, sans aucune mise en demeure. Il y a beaucoup de cas de justice, des expropriations. Donc, d'une façon générale, la société ivoirienne ploie sous le poids de beaucoup de problèmes d'ordre vraiment. On a même la justice qui a un problème. Les populations ne font plus confiance en leur justice. Les justices eux-mêmes se plaignent de l'ingérence de l'exécutif dans leur travail. Donc, c'est vraiment un climat généralisé de mauvaise gouvernance pour lequel il faut trouver des solutions. Alors pour vous, quelle devrait être l'attitude des autorités face à tous ces problèmes que vous venez d'énumérer? Les autorités sont censées être au service des populations. Par rapport à cela, la moindre des choses, c'est d'écouter les grévistes, d'échanger avec eux pour trouver des solutions qui arrangent toutes les parties. Parce que là, actuellement, l'école est paralysée, ça n'arrange personne. Nous, les parents d'élèves, nous sommes vraiment inquiets pour l'avenir de nos enfants. Donc, il est souhaitable que les autorités rencontrent les enseignants pour trouver des solutions rapidement. Ce n'est pas normal que depuis le 4 février, date de démarrage de la grève des enseignants du primaire, que ce soit seulement 15 février que le ministre en charge de l'éducation nationale rencontre les grévistes pour la première fois pour échanger. Et là, il n'est rien sorti de concret de leurs échanges. Ils ont encore rendez-vous le 18 février. Nous espérons que vraiment des solutions rapides seront trouvées pour que l'école reprenne. Alors vous, en tant qu'organisation de la société civile, FORCI, ARDH, quel rôle jouez-vous dans cet environnement de collège généralisé? Par rapport au fait que nous nous intéressons à toutes les problématiques de la société, nous avons approché les grévistes, notamment le syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur, de même que les enseignants, pour voir dans quelle mesure nous pouvons appuyer leurs revendications. Nous pouvons fédérer toutes leurs actions afin de faire en sorte que, si possible, nous fassions une médiation entre eux et le gouvernement pour voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions rapidement. Alors, revenons à vous, Gilet Orange, plus précisément. Récemment, vous avez lancé des manifestations qui n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé et quel est véritablement le problème? Le problème, c'est qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui vivent des problèmes très graves qui sont liés à des décisions gouvernementales, mais qui ne bénéficient d'aucune prise en charge. Et donc, nous avons décidé de rassembler tous ces laissés pour compte pour mener ensemble une action de sorte à mettre la pression sur le gouvernement pour régler leurs problèmes. Vous savez, nous sommes dans un pays où malheureusement, apparemment, il n'y a que la force qui marche parce qu'il nous a été donné de constater que quand des militaires se soulèvent un lundi, le mardi, on trouve des milliards pour les satisfaire. Mais nous, population, nous n'avons pas d'armes.
nous n'avons que le nombre. Donc il s'agissait pour nous d'agir justement en nombre pour revendiquer nos droits. Et donc nous avons lancé une première marche le 19 décembre 2018 et le gouvernement a interdit cette marche-là sous le prétexte que c'était un jour ouvrable, c'était aussi la période des fêtes, alors que ceux que nous défendons n'ont même pas les moyens de s'acheter un poulet pour être dans un esprit de fête. Mais par esprit de citoyenneté, nous avons accepté de reporter cette marche au 19 janvier en espérant que les autorités montreraient leur bonne foi dans la résolution des problèmes que nous leur soumettons. Malheureusement, le 17 janvier, on a été encore invité à la préfecture d'Abidjan pour nous demander d'annuler encore cette marche. Mais cette fois-ci, on nous a promis des négociations à partir du 22 janvier. Et jusqu'à ce jour, ces négociations-là n'ont pas eu lieu. Donc, nous avons décidé que nous allons programmer une autre marche. Et cette fois-ci, nous n'allons pas reculer puisque la première fois, le gouvernement a montré qu'il s'est joué de nous, que c'était juste pour nous démobiliser. Donc, nous allons réagir. Si vous le voulez bien, revenons aux gilets orange. Pourquoi les gilets orange? Les gilets orange pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est qu'avec la crise qu'on a connue, beaucoup d'Ivoiriens sont tétanisés, alors que nous les appelons à manifester. C'était donc important pour nous, n'ayant pas accès aux médias publics, de trouver un concept qui leur permette de comprendre quel niveau de mobilisation on attend d'eux. Donc on a dit gilet orange parce que les gilets jaunes en France sont vus à la télévision par tout le monde. Donc pour donner une idée aux Ivoiriens de la mobilisation qu'on souhaiterait lors de nos manifestations. La deuxième raison, c'est que nous sommes Ivoiriens et dans notre drapeau national, on a la couleur orange, mais aussi parce que les gens n'ont pas beaucoup de moyens et c'est pas tout le monde qui peut s'offrir un gilet. Donc orange parce qu'on peut porter un polo orange, une robe orange, tout ce qu'on veut d'orange, même mettre un bandeau orange pour participer à nos manifestations. Mais la troisième raison qui est la plus importante, c'est le message qu'on voudrait adresser aux autorités à travers ce concept-là. C'est que avec les feux tricolores, nous avons la couleur verte, la couleur orange et la couleur rouge. Nous avons choisi la couleur orange en guise d'avertissement pour manifester notre détresse aux autorités afin qu'elles puissent se pencher sur nos problèmes de sorte qu'on n'aille pas au rouge mais que plutôt on vienne au vert parce qu'elles nous auraient satisfait. Donc en fait l'orange c'est pour manifester la détresse, c'est pour manifester notre désarroi et symboliquement à travers la couleur orange qui est utilisée et par les pompiers et avec les feux tricolores pour dire que on veut vraiment attirer leur attention sur ce qui ne va pas dans la société. Alors si vous le voulez bien, nous allons changer de sujet et parler de l'actualité sociopolitique. La Commission électorale indépendante, CEI, est actuellement en chantier. Le gouvernement a entrepris des consultations avec les organisations de la société civile et les partis politiques en vue de la réforme de la CEI. Quel commentaire faites-vous de ces consultations? La réforme de la CEI est une opération qui devait se mener depuis. On sait que l'APDH avait obtenu de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la réforme de cette CEI-là pour garantir son caractère indépendant et impartial. Effectivement, nous savons tous que la CEI actuelle, dans sa composition, fait la part belle au pouvoir en place, au détriment de l'opposition et de la société civile. Et nous avons vu les conséquences de cette composition-là dans la crise post-électorale que nous avons vécue. Nous avons vu aussi les conséquences toujours de cette même composition dans les dernières élections qui ont été organisées, qui ont été émaillées de violences, de morts et donc même de violations procédurales. Juste un petit exemple, on dit par exemple dans le code électoral que les élections se tiennent un dimanche. On ne sait pas par quelle magie la dernière élection s'est passée un samedi. Ça peut paraître être un détail, mais
ça fait partie des violations procédurales. L'équipement, les équipements même pour que les élections se passent n'étaient pas au complet. Le personnel que la CEI devait affecter dans les différents bureaux de vote était aussi insuffisant, et tout ça, ça a fait qu'il y a eu des zones où les élections ont démarré en retard, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert, en tout cas il y a eu beaucoup d'irrégularités. Donc depuis le 18 novembre 2016, la Cour africaine avait demandé au chef de l'État, dans un délai d'1 an, de réformer cette CEI. Ce n'est que le 6 août qu'il a enfin consenti à le faire, et depuis le 21 janvier 2019, les consultations ont été engagées par le gouvernement pour cette réforme. Mais nous avons beaucoup d'inquiétudes parce que il n'y a pas de transparence dans le mode opératoire, il n'y a pas, le caractère inclusif n'est pas respecté. Mais bon, nous avons quand même travaillé à cela et on espère que tout va bien se terminer. Alors dites-nous, vous en tant qu'organisation de la société civile, quelles sont vos propositions pour garantir une commission électorale véritablement indépendante et crédible? Avant de répondre à votre question sur nos propositions, j'aimerais préciser que le FORCI a travaillé en collaboration avec 17 autres organisations de la société civile, dont la coalition des indignés, comment on appelle, le forum de la société civile africaine, Lead africaine, le GEPALEF, enfin une panoplie d'ONG avec lesquelles nous avons réfléchi pas seulement sur la composition mais sur toute la loi qui concerne la CEI. Donc les propositions majeures sont les suivantes. Nous avons proposé que désormais la CEI ne proclame que les résultats provisoires, quel que soit le type d'élection, et qu'il revienne au Conseil constitutionnel seul de proclamer les résultats définitifs. La deuxième chose concerne la composition de la commission centrale. Nous pensons qu'elle doit être composée uniquement d'organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits humains, de la réconciliation et de la paix, parce que l'expérience a montré que quand on met les politiques dans la CEI, chacun tire la couverture sur lui et ça biaise le caractère d'impartialité qu'elle est censée incarner et aussi d'indépendance par rapport au pouvoir en place. Donc nous avons proposé que ce soit seulement des membres de la société civile qui soient membres de la commission centrale et que ceux-ci soient choisis par appel à candidature sur la base des expériences, de leur expérience sur le terrain en matière de paix, de réconciliation et de droits humains. L'autre chose que nous avons proposé, c'est que le mandat du président de la CEI se limite à un seul mandat. Ensuite, nous avons fait des propositions sur le fonctionnement. Mais ce sur quoi nous voudrons insister, ce sont des recommandations pour dire que on veut réformer la CEI parce que on veut éviter une autre crise post-électorale. Mais pour éviter la crise post-électorale, il n'y a pas que la CEI. Il y a le code électoral qui devrait être révisé. Il y a le Conseil constitutionnel qui devrait lui aussi être réformé. Il y a le découpage électoral qui devait être lui aussi révisé et puis également actualiser la liste électorale. Donc nous avons fait des recommandations dans ce sens en dehors des propositions sur la CEI. Alors vous dites qu'il n'y a pas de transparence dans le mode opératoire des consultations engagées par le gouvernement, que le mode inclusif n'est pas respecté. Alors pour vous, quelle serait la bonne démarche pour garantir une bonne élaboration des réformes de la Commission électorale indépendante? Par rapport au mode opératoire, l'idéal aurait été que le gouvernement convoque l'opposition, la société civile, pour qu'ensemble, on définisse ensemble tout le processus qui devait conduire cette réforme. Malheureusement, on nous annonce des consultations menées par le Premier ministre. Ces consultations démarrent sans qu'on ne nous dise clairement comment ça va se passer.
Et donc, nous pensons que c'est des choses qui peuvent toujours se rattraper puisque là, il n'en est qu'aux consultations. Il serait intéressant maintenant qu'une concertation entre le gouvernement, la société civile et l'opposition ait lieu pour qu'ensemble, on décide de tout le processus. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Un appel à l'endroit du peuple ivoirien. Je voudrais lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire pour dire à chacun qu'il est de notre responsabilité de porter ce combat contre les injustices et les abus, parce qu'à un niveau ou à un autre, nous sommes tous concernés. Donc nous souhaiterions que désormais chaque Ivoirien se dise « le changement viendra par moi » et se joigne à ce mouvement des gilets oranges pour obliger nos autorités à faire l'essentiel pour le peuple. Je voudrais en profiter pour remercier la diaspora qui, lors de la seconde marche, s'était vraiment mobilisée à Paris et à Washington pour dire à tous nos frères qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire que ce combat les concerne également et que nous comptons sur eux pour mener également des actions qui pourraient renforcer celles que nous menons déjà. Aux organisations de la société civile, nous voulons dire que nous avons 3 groupes qui dirigent le pays. On a la classe politique, l'opposition et la société civile. Il est très important que nous, société civile, nous soyons de plus en plus unis pour être plus forts. Donc nous appelons toutes les organisations de la société civile qui se sentent solidaires du combat que nous avons commencé à venir se joindre à nous pour qu'ensemble nous soyons plus forts. Nous voudrions lancer également un appel au gouvernement pour lui dire que nous sommes la société civile. Notre rôle, c'est d'être des contrôleurs de la gestion publique. Nous ne sommes pas des opposants. Si l'État fait l'effort de nous écouter, de nous tendre la main, de créer des passerelles qui nous permettent de discuter des problèmes des Ivoiriens, il n'y aura pas de marche, il n'y aura pas de grève, il y aura un dialogue constructif. Donc nous espérons vraiment que les autorités mettent de l'eau dans leur vin, se disposent au dialogue, se disposent aux négociations pour qu'ensemble nous puissions travailler au bien-être des Ivoiriens. Merci Madame la Présidente d'être passée sur notre plateau et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci chers amis internautes, merci chers abonnés d'Afrique Matin d'avoir suivi cette émission de Afrique Matin Reçoit. À très bientôt pour 2 émissions avec des personnalités de la société civile, des hommes politiques et des entrepreneurs. À très bientôt. Merci.